Nicolas Mérille, vous êtes conseiller national en accessibilité de l'Association des paralysés de France. Et vous nous livrerez votre point de vue, mais je le garde pour la fin, sur la problématique d'accessibilité 2 ans avant l'échéance de 2015. Et on verra un petit peu ce que vous identifiez être les points durs et les points d'amélioration. À vos côtés, Frédéric Denisard, architecte, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes en charge des questions d'accessibilité. Et avec M. Denisard, on fera un zoom sur une charte que l'Ordre des architectes a signée avec 4 associations représentatives de personnes en situation de handicap. On verra pourquoi ils ont signé cette charte, à quoi elle va servir, quels en sont les objectifs. À ma gauche, Ahmed Laroussi. Monsieur Laroussi, vous êtes architecte, docteur en sciences de l'architecture, ingénieur au Centre scientifique et technique du bâtiment. On démarrera avec vous, vous allez nous présenter un guide consacré aux salles d'eau accessibles à usage individuel dans les logements. Donc on va voir le détail de ce guide et puis vous nous expliquerez aussi un peu sa genèse. Et enfin, à la gauche de la table, François-Xavier Roger. Alors, Monsieur Roger, vous êtes donc de la société Lafay Signalétique, ingénieur. Et vous êtes représentant, me semble-t-il, du syndicat national de l'enseigne et de la signalétique auprès de l'AFNOR. C'est à peu près ça ? Je préciserai. Vous préciserez tout à l'heure, parfait. Et avec vous, justement, on va voir les problématiques spécifiques de la signalétique dans la mise en accessibilité. Vous nous expliquerez les difficultés qu'ont pu rencontrer les concepteurs, les incompréhensions, les conceptions, enfin les détails pratiques qu'il faut gérer, et comment, du coup, la profession est en train de mettre en place des outils pour les aider. On va commencer tout de suite avec vous, Marie Procoletta, déléguée ministérielle à l'accessibilité. J'ai envie de vous poser une question toute simple. Vous, quel bilan vous faites à 2 ans de l'échéance de 2015 pour ces problématiques de normes et de réglementation technique ? Je parle là-dedans, non ? Ça va mieux. Bon, votre question est pertinente, c'est pas à ça que je répondrai. Donc ça commence bien. Parce que allier normes et 2015, ça ne me semble pas être 2 choses du même niveau. On a des normes et des règles qui permettent d'atteindre un objectif, et notre objectif, c'est l'accessibilité. Donc, normes et règles, c'est qu'un moyen. 2015, c'est notre objectif, j'irais même jusqu'à dire c'est notre utopie. Alors, moi, je voudrais cadrer un petit peu les éléments que j'ai apportés, puis je vous donnerai après des éléments statistiques, des réponses concrètes, si vous voulez. Mais il me semble d'abord qu'il y a quelques éléments à donner. La France s'est inscrite dans le concert des nations qui veut faire de l'inclusion de chacun une réalité. C'est un chemin difficile que nous avons pris il y a moins de 30 ans. Je rappellerai, je l'ai déjà dit ce matin, que nous ne pouvons changer un cadre de vie comme le nôtre en très peu de temps. Que la dynamique est là, mais qu'il nous reste encore un chemin long à parcourir. Il faut en avoir conscience. Nous avons réussi à décliner, suite à 2 lois, des éléments qui structurent l'accessibilité dans la construction, dans le transport et dans la voirie. Une en 1975, vous vous en souvenez, et une en 2005. 30 ans entre 2 lois, dans notre société, c'est une durée de vie plutôt longue pour celle de 1975. Alors, est-ce que c'est parce que c'était difficile d'y revenir ou est-ce que c'est parce qu'elle était parfaite ? Je vous laisserai le choix de trancher. C'est peut-être pour les 2 raisons. Peut-être que ces objectifs étaient géniaux, mais que les moyens, là, n'y étaient pas. En ce qui concerne la loi de 2005, on est 10 ans après. Il ne faut pas espérer que la loi de 2005 soit abrogée. Comme ça, au moins, je pose le cadre, on est tranquille. La loi de 2005, elle s'est accompagnée d'un corpus réglementaire important. 21 décrets, 43 arrêtés, 7 circulaires, tout ça sur notre champ, transport, voirie et construction. Le dispositif, il a commencé à être à peu près opérationnel en 2007. Ça veut dire qu'on a un recul de 6 années pleines et entières. 6 années, dans une société comme la nôtre, c'est pas grand-chose. Il faut bien en avoir conscience. J'occupe les fonctions de DEMA depuis maintenant 40 mois. Et dès ma prise de fonction, j'ai été sollicitée par moult interlocuteurs pour m'expliquer tout ce qui posait problème. J'ai reçu personne qui m'a dit que tout allait bien. Donc, je suis obligée de gérer moi-même mon propre optimisme. J'ai pu constater
que toutes les demandes ne s'articulaient pas entre elles, et même loin de là. Les attentes des uns et les attentes des autres sont parfois antagonistes. Le sénateur Doligé a demandé et redemandé des adaptations locales tenant compte des capacités des collectivités locales au nom de la proportionnalité. Il n'a pas été entendu une fois, il n'a pas été entendu deux fois. Certaines associations de personnes handicapées souhaitent des règles supplémentaires et le renforcement de certaines. Parallèlement, deux présidents de la République successifs s'accordent pour dire qu'il y a trop de normes. Mais ils semblent exclure du champ de la simplification le secteur de l'accessibilité. Alors, avec mon regard de 40 mois, je dis que c'est assez compréhensible. Un pays nordique, pas des moindres, la Suède, lors d'un colloque sur les villes européennes et l'accessibilité, nous a dit « Vous avez de la chance en France, vous avez un vrai cadre, et dans ce vrai cadre, on peut réellement travailler. Nous, on n'a pas ça. » Moi, je l'ai entendu, parce que la Suède nous dire qu'on était mieux qu'eux, ça fait toujours plaisir à entendre. Je citerai Christelle Prado, qui est la présidente de l'UNAPI. Lorsque le président Doligé a dit dans une très grande conférence très sérieuse, avec plein de gens très, très, très sérieux, plein de ministres, monsieur le sénateur, vous nous dites qu'il y a trop de règles, et c'est parce qu'il y a trop de règles que vous ne pouvez rien faire, et que vous n'avancez pas à la vitesse où vous aimeriez avancer. Alors moi, je m'occupe du handicap mental. Dans mon secteur, il n'y a pas de réglementation, et ça avance encore moins vite. Voilà, quelques exemples pour dresser le panorama. Alors, j'ai aussi entendu un grand directeur d'administration centrale, ne rêvez pas, je ne vous donnerai pas son nom, me confier que lorsque personne n'était content, ça pouvait signifier qu'un équilibre était trouvé. Mais est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire de cette situation? Quand je vois Frédéric à côté de moi, j'ai le sentiment qu'il ne va pas aimer. Alors, pour ma part, lorsque j'ai lu le rapport des 3 inspections, celui qui a fait tant de bruit, j'ai compris que le consensus, il n'était pas au rendez-vous. Moi, je le savais, mais quand 3 inspections des finances, l'IGAS, les affaires sociales, et le Conseil général du développement durable, l'ex-Conseil général des ponts, plus connu pour les anciens, disent autant de choses qu'ils ont entendues aussi disparates, c'est que vraiment, on est loin du consensus. Au moins, on avait là une image qui révélait quelque chose de complexe. Le Premier ministre, le nouveau, a confié à la sénatrice Claire-Lise Campion, un certain nombre d'entre vous ont dû la voir, elle a reçu 120 délégations, une mission que j'appellerais complexe et délicate. Elle a une mission de concertation auprès des acteurs concernés par la question de l'accès des personnes handicapées aux bâtiments recevant du public. Rajoutons une couche de voirie, une couche de transport public en moins de 4 mois. Mais il a aussi écrit, et c'est là où il nous faut bien faire attention, parmi les contacts que vous serez amenés à prendre avec l'ensemble des acteurs concernés, associatifs, économiques et politiques. On a donc les 3 piliers de notre société. Alors, je reprends. Vous serez amenés à prendre avec l'ensemble, pourront vous conduire, toujours dans un esprit de consensus, à faire toute préconisation permettant des avancées en matière d'accessibilité. 8 ans après l'adoption de la loi, il est logique de prendre le temps de faire une évaluation. Regardez les plus, regardez les moins. Pour ceux qui connaissent les problématiques, il est possible de lister les points noirs. On n'avait peut-être pas besoin d'une sénatrice pour le faire. Par contre, Claire-Lise Campion, ce qu'elle a, elle, comme mission complexe, c'est de mettre en évidence les consensus autour de ces difficultés. Mais saurons-nous ensuite, dans le consensus, reconstruire un dispositif opérant autour de ces fameux points noirs que nous allons lister aujourd'hui? La difficulté ne doit pas nous faire renoncer. Mais il faut bien comprendre que nous avons là une approche qui dépasse les simples questions techniques. L'attente des personnes handicapées est immense. Le ressenti et la réalité de l'exclusion liée au cadre de vie est partout présente.
J'attire donc l'attention de chacun pour rappeler, si besoin était, que 1. Le sujet est complexe, 2. Qu'il faut se garder de penser que nous avons toutes les solutions à portée de main, et 3. Que le travail sera long et difficile. Et surtout, un préalable me semble incontournable, celle d'ouvrir ce chantier. Que proposera Claire-Lise Campion? À ce jour, nous n'en savons rien, et donc nous ne pouvons rien en dire. Il est clair qu'elle va remettre son rapport dans les jours qui viennent. Nous savons, suite aux propos du Premier ministre, qu'une conférence interministérielle du handicap se tiendra dans le semestre. Que retiendra le gouvernement des préconisations de la sénatrice? Et que demandera-t-il de mettre en œuvre? Je sais pour ma part 2 choses, après avoir dit que je ne savais pas grand-chose. C'est que le consensus est la ligne à suivre si nous voulons faire bouger, non pas les lignes là, les lignes des textes, si je peux le dire, et que pour cela, il faut débattre et bien sûr s'écouter. Alors, essayons de débattre sereinement, maintenant, sur ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bon, on va refonctionner avec celui-là. Merci. Alors, de consensus, vous allez voir cet après-midi, on va voir qu'il y a quelques chantiers qui ont été menés en consensus et qui précisément ont fait l'objet et ont donné comme des résultats assez satisfaisants. On va tout de suite commencer avec vous, Monsieur Laroussi. Vous allez nous présenter donc un guide, je le disais tout à l'heure en introduction, dont vous avez participé à l'élaboration, un guide consacré aux salles d'eau accessibles à usage individuel dans les logements. Alors, je vous laisse œuvrer. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça concerne les salles d'eau accessibles à usage individuel dans les logements. Donc, juste une petite précision, il s'agit d'une commande qui a été lancée par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages pour mettre en place un guide justement qui clarifie et qui va plutôt sensibiliser les acteurs de l'acte de bâtir autour de la salle d'eau accessible dans les bâtiments d'habitation, que ce soit collectif ou en maison individuelle. Donc juste, je tiens à préciser quand même, à attirer votre attention qu'il ne s'agit pas d'un document qu'il faudra assimiler au corpus réglementaire, loin de là. Il s'agit d'un guide, comme son nom l'indique, qui est là pour justement aider les concepteurs et les acteurs de la construction à mieux interpréter la réglementation et à éviter quelques mauvaises interprétations, on va dire, de la réglementation de l'accessibilité. Donc il s'insère bien dans la loi du 11 février 2005. Voilà, donc... Donc je reprends sur le guide. Effectivement, là, il a fait l'objet justement d'un travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on a mis en place un groupe de travail collaboratif regroupant plusieurs acteurs de l'acte de bâtir, des architectes, des ingénieurs, des bureaux de contrôle, des associations, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage. Et justement, c'était un lieu justement de débat et de retour d'expérience sur la pratique justement qu'ils ont de la réglementation. Et c'était intéressant parce que justement le débat a permis justement de trouver des consensus, de même aller un peu plus loin dans l'interprétation de la réglementation. Il y a eu 2 parties qui nous tenaient à cœur, qu'il fallait absolument mettre en place dans ce guide, à savoir une partie explicite et qui revient sur certaines définitions qui sont devenues un peu polysémiques dans la réglementation. Je vais revenir dessus. Et puis une partie qui illustre par des solutions et des exemples ce que pourrait être une salle d'eau accessible dans les logements. Donc les définitions qu'on a reprises, on les liste ici. Donc il s'agit de qu'est-ce qu'une salle d'eau? Bon, ça paraît un peu anodin, mais c'est important de revenir dessus. Les espaces de manœuvre, les espaces d'usage et ce qu'on appelle dans la réglementation l'aménagement ultérieur et travaux simples. Ce n'était pas évident à mettre en place, mais on va voir qu'il y a des choses qui émergent de ce guide. Et puis le deuxième point, c'était de caractériser ce qu'une salle d'eau accessible et utilisable.
Donc là, il y a on a essayé de chiffrer avec les ergonomes qui ont participé au guide, à la rédaction du guide, justement, aller voir les associations et aussi par l'expérimentation, en mettant en place des expérimentations avec les usagers pour pouvoir caractériser des espaces et les quantifier. Donc on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc une salle d'eau... Ça va trop vite. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc une salle d'eau, je ne reviendrai pas là-dessus, mais bon, on connaît très bien le rôle et l'usage d'une salle d'eau. La seule chose, c'est qu'à la livraison, dans la réglementation, il est stipulé que à la livraison d'une salle d'eau, l'unité de vie pourra être équipée indifféremment d'une baignoire ou d'une douche, et que dans tous les cas, si ce n'est pas fait à la livraison, il faut que cela permette l'installation ultérieure d'une douche accessible et utilisable. Donc pour l'espace de manœuvre, et là je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un espace de manœuvre. On est tous, je pense, on a tous été un peu confrontés à cette notion. Donc le 1,50 m qui correspond justement au rayon de giration, on va dire, qui permet la giration d'un fauteuil roulant. Par contre, la nouveauté, on va dire, qu'on a cherché à préciser, c'est la notion de tolérance de chevauchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait une tolérance qui permettait de réduire, on va dire, ce rayon de giration, cet espace de manœuvre jusqu'à 130, mais qui n'était pas assez précise. Donc aujourd'hui, on l'a précisé dans ce guide, en disant qu'on peut aller jusqu'à 20 cm, justement, de chevauchement sur un équipement qui doit être placé au minimum à 23 cm du sol. Et ces 20 cm correspondent effectivement au cale du fauteuil roulant, au cale-pied du fauteuil roulant, justement pour permettre un peu le passer au-dessous des tuyaux ou d'un équipement, un lavabo, etc. Donc il y a eu des expérimentations qui ont été menées au CEP de Strasbourg avec les ergonomes. Et ces 20 cm, justement, c'est une moyenne qu'on a décidée. Effectivement, il y a des fauteuils roulants qui en ont plus et d'autres qui en ont moins. Je ne suis pas un spécialiste, mais les ergonomes, justement, sont arrivés à cette conclusion. Donc, ces 20 cm, justement, ils ont... on va dire qu'il y a des conditions quand même, parce qu'on ne peut pas chevaucher n'importe quel équipement, n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'on a quand même mis des conditions qui concernent à permettre la rotation continue dans le même sens sur 360 degrés. L'objectif, c'est justement de permettre au fauteuil roulant d'effectuer sa 360 degrés sans gêne des poignées du fauteuil roulant sur un tour. Je vais illustrer ça par des exemples. Donc là, on a par exemple les 3 exemples qui sont acceptables, et je vais les commenter. Donc, le premier est acceptable, pourquoi ? Parce que bon, l'espace de manœuvre, il est justement libre, mis à part la tuyauterie qui est en bas, qu'il arrive à chevaucher en respectant les 20 cm. Le deuxième est acceptable aussi, puisque il arrive, on a toujours les 20 cm de chevauchement sur les tuyaux et sous le lavabo. Donc on est sur le même côté. Donc l'expérimentation a révélé qu'effectivement, quand les équipements qui sont chevauchés se mettent sur le même côté, la rotation peut se faire à 360 degrés sans gêner les poignets. Et puis le troisième exemple est aussi acceptable, puisque là aussi, on fait un chevauchement sous les WC, justement, qui sont suspendus, sans problème, en ayant les 20 cm de chevauchement. Par contre, les 3 exemples suivants, ils sont interdits. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. La première, à gauche, est interdite parce que justement là, on a un chevauchement sur 2 côtés perpendiculaires. Donc du coup, ça oblige l'utilisateur à faire des manœuvres d'ajustement en avant et en arrière pour pouvoir chevaucher sur un côté et sur un autre. Le deuxième exemple, je vous laisse imaginer. Là, on n'est plus à 150, on est plus pratiquement à 130, puisqu'on prend 20 cm sur un côté et 20 cm sur le côté opposé. Donc là, on est pratiquement à 120. Donc le troisième, pareil, parce que le passage sous les 2 équipements positionnés sur le même mur, par contre,
la rotation n'est pas continue, justement parce que on est obligé d'avancer ou de reculer pour pouvoir permettre une rotation. La rotation n'est pas continue en quelque sorte. Donc tous ces exemples que je vous cite, vous les trouverez sur le guide, en annexe. On a voulu quand même que ce soit présenté d'une façon pédagogique, sachant que ce n'est pas exhaustif, mais ça permet justement d'avoir une idée sur les situations qu'on peut rencontrer dans la pratique. Donc les deux autres exemples, je passe rapidement là-dessus parce qu'il faut quand même que je tienne le temps. Voilà. La deuxième notion qu'on a précisée, c'est l'espace d'usage. L'espace d'usage, c'est un espace qui se met devant, qu'on doit réserver devant un équipement pour pouvoir l'utiliser. Donc cet espace d'usage doit être d'appelant à l'équipement du dispositif et hors encombrement, et bien sûr doit être horizontal au dévers près. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas. Il peut par contre être chevauché, par exemple, par un rayon, par un espace de manœuvre. Ça, il n'y a pas de souci. La troisième notion, c'est l'espace, enfin, c'est les travaux simples. Donc, ce qui est précisé dans la réglementation, on a essayé quand même de donner une première définition de ce que pourraient être des travaux simples. Donc, tout simplement, l'intervention, quand il s'agit de travaux simples, ne doit pas se faire sur le gros œuvre. Aujourd'hui, on a identifié quelques lots sur lesquels on peut intervenir dans ce cadre-là, à savoir la plomberie et l'électricité, pour qu'on ait, si on a besoin par exemple de déplacer ces équipements, et cela implique bien sûr de déplacer les tuyauteries et de faire des saignées dans les cloisons. Le revêtement de sol, ça va de soi, puisque ça ne génère pas beaucoup d'inconvénients sur le gros œuvre. Donc on peut aller jusqu'à la chape et le revêtement. Et puis on peut éventuellement démolir une cloison légère, sèche et sans électricité. Donc par contre, ces travaux simples doivent se faire à l'intérieur du volume de salle d'eau qui était prévu à l'origine. Avec une exception quand même, c'est que l'exception, c'est quand on a besoin de démolir une petite cloison qui séparait par exemple les toilettes pour pouvoir les intégrer à l'intérieur. Donc là, c'est des garde-fous qu'on a mis justement pour pouvoir rester proche de la réglementation. Il ne s'agit pas de créer une autre réglementation, mais aussi de laisser le champ libre à l'imaginaire et à la conception des acteurs. Alors on va directement sur les caractéristiques de la salle d'eau accessible. Donc là, je vais vous parler plutôt de la géométrie de la salle, de la douche accessible, ce qu'une douche, un espace douche, là on se lave. Donc on a conclu qu'avec le groupe de travail qu'une douche est réputée accessible quand elle s'inscrit dans un volume, et qu'on a défini justement à une hauteur minimale de 1,80 m et une emprise au sol minimale de 90 cm sur 1,20 m. Il y a eu beaucoup de débats justement lors de ce groupe de travail, avec des retours d'expérience des uns et des autres, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des ingénieurs, des bureaux de contrôle, des associations. Et puis finalement, on est arrivé à un consensus. On est parti de 80 cm, on est passé jusqu'à 100 mètres de largeur, 100 cm de largeur, non, 100 cm de largeur. Et puis finalement, le consensus est arrivé à 90 cm parce que justement, ça permettait de faire rentrer un fauteuil roulant, une chaise sur 4 pieds ou une assise pour les handicapés. Donc l'espace douche ne doit pas présenter un ressaut supérieur à 2 cm par rapport au revêtement du reste de la salle d'eau. Néanmoins, il est toléré de monter jusqu'à 4 cm sur certains cas, sous certaines conditions que je vais vous présenter. Donc justement, les conditions, je vais attaquer directement sur les conditions justement de ces ressauts. Vous avez un petit schéma en bas qui présente le profil d'une douche. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On parle de 0,32 que vous avez en bas à droite, qui correspondent au niveau de chaque élément. Ça veut dire que le 0 représente le niveau du sol à l'extérieur de la douche, le 3 représente le ressaut qu'on doit franchir, et le 2 représente le niveau du bac à douche. Pourquoi on a identifié cet élément? Pourquoi on a mis en place cet élément? Parce que ça nous permet justement d'illustrer les conditions qu'on met justement pour le franchissement de la salle de l'espace douche.
On a le premier exemple où on a une salle d'eau, un espace douche qui est à 0 partout. C'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une douche à l'italienne. D'ailleurs, à ce propos, je précise qu'il y a un guide qui se faisait en parallèle, et avec qui on est resté en contact justement pour un peu échanger les éléments là-dessus, qui s'appelle « Guide sur la mise en œuvre des salles d'eau, des douches de plein pied ». Là, c'est plutôt technique, concernant les siphons, l'étanchéité, comment adapter une douche, un espace douche, et le transformer en douche à l'italienne. Donc le premier point concernant cet élément de douche à l'italienne, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Là, on a l'autorisation, on tolère le franchissement sur toute la surface. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Par contre, quand on arrive sur un ressaut de 2 cm, soit qu'on redescend juste après ou qu'on reste à 2 cm, là le franchissement est limité ou le chevauchement de l'espace douche est limité à 20 cm. Pour la même raison que le chevauchement des tuyauteries ou le passage des cale-pieds sous le lavabo ou un équipement. Le troisième exemple, c'est les 4 cm de ressaut. Là, la réglementation oblige à avoir une rampe d'accès qui permet justement de faire passer un fauteuil roulant dans cet espace de douche. À partir de là, ce qu'on a défini justement avec l'espace de manœuvre, c'est que le chevauchement peut rester à 20 cm, mais à condition que ça se limite au système de la rampe amovible et du bac à douche. L'autre point qu'on a précisé dans la douche, c'est la robinetterie. Aujourd'hui, la robinetterie doit se mettre à 40 cm minimum d'un angle rentrant. C'est l'espace de manœuvre, de commande, l'élément de commande. Et puis, l'axe de toute la robinetterie doit se mettre à 60 cm. Pourquoi? Parce que ça permet justement de faciliter l'usage par l'utilisateur et puis par l'aidant qui vient l'aider et ne pas avoir un élément très loin auquel il doit accéder en se mouillant, etc. L'étanchéité, je renvoie justement, parce qu'on a travaillé en collaboration avec l'autre groupe de travail qui était sur la mise en œuvre d'une douche de plein pied. Donc là, on renvoie sur un autre guide. Et puis là, je finirai avec quelques exemples sur, on va dire, sur l'aménagement de salles d'eau qu'on cite en annexe de ce guide. On a un avant et un après, et qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui ne l'est pas. Le premier exemple, on a une salle d'eau avec une baignoire qu'on cherche à remplacer, donc on connaît tous les dimensions pratiquement, 170 par 170, qu'on cherche à remplacer, et donc vous allez me dire, on passe à 90 $ sur une douche accessible, qu'est-ce qu'on fait? Justement, le chevauchement qui est permis sur 20 cm de cet espace de douche permet justement d'avoir ce genre de solution. Un autre exemple qu'on voit ici, justement, c'est avant, on avait une douche de 80 par 80 et qu'on cherche à remplacer pour rendre la salle d'eau accessible par une douche de 90 par 120. Donc là, c'est pareil, on est toujours dans le même cas de figure. Ça veut dire qu'on peut chevaucher le rayon de giration, enfin l'espèce de manœuvre. En plus, on peut se mettre contre la gaine. Et le lave-linge, on peut éventuellement, ce qui est au milieu, là, on peut le mettre sur le côté et on a toujours un espace de manœuvre qui est libre de tout obstacle. Donc là, je ne sais pas si on a le temps de faire un petit quiz. Donc je pense, on prend cet exemple. Donc j'ai caché exprès les résultats. Donc on a une salle de bain toujours dans la même configuration, avec une gaine et une baignoire. Donc là, laquelle des solutions est conforme, à votre avis? Bon, on va afficher la réponse, je crois. Donc en fait, les deux premières sont conformes et la troisième non. Pour une raison simple, c'est que la troisième, non seulement
sur le rayon de giration, on va dire l'espace de manœuvre, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est sur l'espace d'usage. L'espace d'usage qui permet de rentrer dans la douche est décalé. C'est-à-dire qu'il est, d'accord, il est sur le côté le plus grand, mais par contre, on ne peut pas l'utiliser en entier. Il est décalé, donc du coup, la personne aura du mal à rentrer directement dans la douche. J'ai d'autres exemples, mais je pense qu'on va arrêter là. Sachant que tous ces exemples-là, vous les avez sur le guide. Éventuellement, on va les présenter. Ce ne sont pas des exemples exhaustifs. C'est des exemples, on va dire. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir permettre de laisser libre l'imagination et la conception des acteurs. Merci. Parfait, merci beaucoup, monsieur Laroussi. Je suis représentant du CINAFEL au sein d'une commission de l'AFNOR qui s'occupe de l'accessibilité et qui a comme numéro la P96A, dont le titre est « Accessibilité et qualité d'usage dans l'environnement bâti ». Seulement ça. Accessoirement, je suis président d'une société qui fait de la signalétique pour les visuels et qui a été confrontée, vous allez voir, à ses clients qui nous demandaient en permanence qu'est-ce que je dois faire pour être en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je ne savais pas. Donc j'ai appris. Et nous avons conçu un certain nombre de choses, ce qui m'a permis de pénétrer un peu les textes, d'avoir un peu de mal comme tout le monde, et finalement d'arriver à œuvrer peut-être pour quelque chose d'un petit peu plus synthétique, d'un petit peu plus simple, à l'aise de différents acteurs qui sont des représentants du monde associatif, qui sont des représentants spécialisés, bien sûr, qui sont des représentants des industriels au sein de cette commission. Et j'anime un groupe de travail dont on parlera tout à l'heure du résultat. Alors voilà, je suis donc tout petit et pas du tout représentant du CINAFEL, notre syndicat professionnel de la signalétique, qui regroupe en France 2500 acteurs. Ces acteurs sont ceux qui vont mettre sur les portes ou à l'entrée toutes les indications qui vous permettent d'orienter, de diriger et de repérer les gens qui rentrent dans les ERP. Ça permet aux voyants d'y voir clair. Mais les autres, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et les autres, si vous voulez, c'est 175 000 bâtiments ERP de catégorie 1 à 4, 650 000 bâtiments ERP de catégorie 5, dont seulement 15% sont équipés, comme le disait Madame Coletta tout à l'heure, et en fait, il y a 2 millions de déficients visuels dont on s'occupe relativement peu. Alors nous nous occupons justement de tous les handicaps. Handicap moteur, handicap auditif, handicap visuel, mental, psychique, cognitif. Nous essayons d'intégrer dans nos réflexions, au sein de ces commissions, au sein de ce travail, nous essayons d'intégrer tous ces aspects-là du mieux que nous pouvons, sans que ce soit évidemment parfait. Alors vous avez là ici, juste pour vous faire peur, la liste d'un certain nombre de textes qu'il faut aller fouiller si l'on veut comprendre aujourd'hui ce qu'il faut faire, sachant qu'il en manque 2, qui sont les 2 arrêtés fondateurs, on va dire, de la loi du 11 février 2005. C'est l'arrêté du 1er août 2006, qui concerne l'accessibilité des ERP dans les ERP, qui a été modifié en plus par un autre arrêté du 30 novembre 2007 sur la construction des ERP, et un autre arrêté qui est du 21 mars 2007, qui lui s'occupe des existants, des bâtiments existants, pas ceux qui sont en construction. Alors tous ces textes-là sont très intéressants et décrivent tout un tas de choses qu'il faut essayer d'appliquer du mieux qu'on peut. Et nous essayons de nous orienter vers des principes de qualité d'usage. Alors vous trouvez ça dans le titre de la conférence à laquelle vous assistez. Les lois, les normes, les réglementations. Ça, c'est la loi. C'est ce que vous êtes obligé d'appliquer. En revanche, les qualités d'usage, la qualité d'usage, c'est ce qui va au-delà de la loi et qui souvent ne coûte pas très cher, mais permet à tous ces porteurs de handicap d'être traités comme des gens normaux et d'avoir une égalité par rapport à leurs droits et à leurs chances quand ils rentrent dans un bâtiment recevant du public. Alors, je reprends un petit morceau du rapport de l'IGAS qui définissait qu'est-ce que c'est que la qualité d'usage. C'est une utilisation simple et intuitive, c'est une information perceptible, c'est un faible niveau d'effort physique et une dimension
et un espace libre pour l'approche et l'utilisation. Voilà 4 valeurs essentielles de la qualité d'usage que nous essayons de développer ensuite dans ce que nous faisons. Alors en fait, on s'aperçoit, si vous voulez bien passer, voilà, on s'aperçoit, alors tous ces textes, et je pense que cette présentation sera sans doute accessible pour ceux d'entre vous qui sont inscrits à cette conférence en demandant auprès de l'organisateur qui pourra certainement vous donner la copie de tout ça avec les textes et les références des textes. Alors nous avons constaté au sein de notre profession un besoin de dialogue entre les acteurs que nous avons essayé de définir là, qui sont les acteurs principaux, on va dire, du bâti, du cadre bâti, qui sont les architectes, les économistes, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Et personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. La preuve, c'est j'ai là un certain nombre de documents qui ont été établis par l'AFNOR, il y a 2 recueils, l'Association des maires de France qui a établi un petit document, la Fédération du bâtiment et de République qui a édité aussi un autre petit document, la CFP-SA qui s'occupe des aveugles et des amblyopes qui a aussi édité des documents, la RATP qui a édité un document, l'UNAPI qui vient de produire un document aussi sur la signalétique, les cafés, hôtels et restaurants qui ont aussi édité un guide relatif à la signalétique, et enfin notre syndicat, le SINAFEL, qui a décidé, lui, de le faire au sein de l'AFNOR. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées en fait par tous ces acteurs du cadre bâti? C'est la réduction souvent du handicap visuel à une solution braille ou pour les handicapés moteurs, alors qu'il y a beaucoup d'autres handicaps. Et en plus, je n'ai pas parlé du vieillissement de la population qui fait que ces personnes âgées ont souvent plusieurs petits handicaps qui petit à petit s'agglomèrent et font qu'ils sont plus handicapés peut-être que quelqu'un qui est porteur d'un seul handicap. Ce qui n'est pas toujours évident pour des gens âgés. Ensuite, il y a parfois des budgets qui sont significatifs, mais malheureusement sans optimisation de la qualité d'usage. Et c'est dommage d'aller mettre de l'argent dans des produits qui ne sont pas forcément adaptés à ce que les porteurs de handicap attendent. Donc notre propos, c'est de répondre à ça. Ensuite, il y a les travaux de signalétique accessibles qui sont très souvent, je vais dire, optionnels, c'est-à-dire qu'on met de ce qu'il faut pour qu'un handicapé moteur puisse rentrer dans l'ERP, mais souvent l'accessibilité de la signalétique, elle est mise de côté. Ensuite, il y a donc peu d'informations précises, donc il y a une réticence des maîtres d'ouvrage et des bureaux de diagnostic à mettre en place des vraies solutions, ils ne savent pas comment faire. Et enfin, accessoirement, si vous voulez, le métier, mais ça c'est le signaléticien qui parle, le métier de la signalétique a du mal à faire sa place et n'a jamais fait l'objet d'une harmonisation des pratiques. C'est-à-dire qu'on va le retrouver avec la peinture, avec la menuiserie, avec la décoration, ou parfois nulle part. Alors, quelles sont les actions que nous avons donc bâties ? Nous avons, au sein du syndicat professionnel, le syndicat a édité une petite... Tiens, j'ai oublié de parler aussi des pros de l'accessibilité qui ont un stand ici dans Urbaccess. Nous, au syndicat, nous avons édité une petite brochure dont j'ai simplement la page de couverture, qui ne parle pas que de handicap, mais qui s'appelle « Les essentiels de la signalétique » et qui parle du handicap, entre autres là-dedans, mais de façon extrêmement sommaire. Ce n'est pas du tout pour les professionnels de l'accessibilité. C'est plutôt pour les professionnels de la signalétique. Et au sein de l'AFNOR, donc nous avons développé, moi je participe au titre de notre syndicat, à une concertation interprofessionnelle, étatique et associative, au sein de cette commission dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'élaboration de plusieurs guides. Alors dans la terminologie AFNOR, cela ne s'appelle pas un guide, mais un référentiel. Mais en fait, ce sont, dans la pratique, des guides de bonne pratique. C'est-à-dire que ce ne sont pas à nouveau des lois, des règlements, des arrêtés, c'est un guide de bonne pratique. Un référentiel, quelque chose auquel on se réfère lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment traiter le problème. Et nous essayons, je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus dans le détail, nous essayons de faire des choses pratiques, concrètes, faciles à comprendre. Alors il y a dans l'ordre, si vous voulez, d'abord des guides qui ont été publiés. Les choses les plus simples et les plus urgentes, c'était
ce que nous avons appelé, ce qui s'appelle le BP 96-101, vous voyez, il porte le numéro 1, c'est l'évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP. Il y a donc maintenant un guide de bonne pratique, BP veut dire bonne pratique, dans le langage AFNOR, sur l'évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP. Nous avons ensuite un document qui est assez intéressant pour les maîtres d'ouvrage et les économistes, qui est la gouvernance de la chaîne de l'accessibilité du bâtiment et de ses abords. C'est-à-dire que c'est un document qui s'occupe de gérer les interfaces entre plusieurs bâtiments au sein de la ville. Exemple, une mairie, la gare, et puis je ne sais quel organisme, une bibliothèque ou une médiathèque. Et ce document s'occupe de gérer les interfaces et la communication entre ces machins. Parce que chacun est responsable d'un bâtiment et va faire son petit truc dans son coin. Donc il va accueillir à l'entrée de son bâtiment, d'une certaine manière, mais différemment des deux autres. Donc il y a une gouvernance qui a été définie, qui est un guide de bonne pratique. Ensuite, nous avons, donc ces documents sont déjà publiés. Nous avons ensuite un recueil, un guide de bonne pratique qui est en cours de publication, qui lui est intéressant justement encore plus pour les maîtres d'ouvrage et les économistes, car il est un guide de réflexion sur les bonnes questions à se poser lorsque l'on veut faire de la signalétique et une chaîne de déplacement à l'intérieur et d'orientation à l'intérieur d'un bâtiment recevant du public. Donc c'est un guide qui dit « je suis à tel endroit, je veux aller à tel endroit, comment je fais, quelles questions me poser, qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc ça décrit ce qu'il faut mettre en place. Alors ça ne le décrit pas, ça va le décrire plus tard dans un autre guide, dont je vais vous parler après. Et nous avons en élaboration en ce moment, au sein de plusieurs groupes de travail. Donc le premier groupe de travail s'occupe de bonnes pratiques sur l'accessibilité des équipements. Alors ce sont les distributeurs de billets, c'est les entrées dans les ascenseurs, c'est tous ces équipements qui sont pensés pour des valides, mais pas tellement pensés pour des porteurs de handicap. Donc ils ont beaucoup réfléchi et le guide devrait sortir d'ici peut-être une demi-année, une année. Ensuite, nous avons un référentiel de bonne pratique sur le franchissement du dénivelé constitué par une ou plusieurs marches. Alors ça s'adresse principalement, si vous voulez, aux ERP de catégorie 5, c'est-à-dire les magasins, les banques, ces choses-là. Ils en sont au début, c'est pas pour tout de suite. Et enfin, nous arrivons à mon bébé, qui est le référentiel pour la signalétique du repérage et d'orientation. Donc là, c'est un guide dont j'ai ici un brouillon, si vous voulez, qui comprendra une quarantaine de pages et qui est essentiellement pratique, concret. Il ne fait pas référence à des lois, à des normes, à des arrêtés, à des obligations. Il fait référence à ce que vous devez faire, c'est-à-dire la dimension des lettres, la couleur, les contrastes, les pictogrammes à utiliser, ceux qui ne sont pas utilisés, les emplacements où les mettre, à quelle hauteur, comment, et avec surtout beaucoup de dessins. Alors vous avez à droite, en particulier, ici, dans ce guide, le troisième ici, vous aurez plusieurs dessins comme ceci, des vues en 3D, qui déterminent, par exemple celui du haut, il est fait en tout petit, de façon que vous ne puissiez pas le copier, parce qu'il n'est pas encore officiellement publiable. Donc après, il faut aller à l'AFNOR pour obtenir le document. Et donc, en tout petit, vous voyez l'accueil dans un bâtiment, qui peut être une mairie, ici, dans laquelle on va vous dire... À l'accueil, enfin avant d'entrer dans un bâtiment, vous avez plusieurs niveaux. Le niveau est repéré avec une étoile ou 2 étoiles. Une étoile dit c'est vraiment le minimum de ce que vous devez faire. 2 étoiles, vous obtenez une qualité d'usage supérieure. Et entre les deux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si ça vous plaît d'avoir une étoile plus quelques éléments de la 2e étoile, pourquoi pas? C'est vous qui décidez. Vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous savez comment faire. Et de la même manière... Nous avons un 2e dessin qui est déjà prêt, que j'ai affiché aussi, mais il y en aura encore 2 ou 3 comme ça. Le deuxième, vous entrez dans la mairie, vous entrez dans la médiathèque, et là, vous trouvez, pareil, un certain nombre d'équipements qu'il faut mettre en place avec un niveau bas et un niveau haut. Le niveau bas de qualité d'usage tangente la réglementation. Par exemple, à l'entrée, vous devez avoir sur des portes vitrées de la vitrophanie pour empêcher que les gens se cognent et dans la vitre, si jamais elle ne s'ouvre pas. Vous avez des bandes de guidage, vous avez différentes choses comme ceci.
Et ce guide donc sera publié, nous espérons, d'ici... il sera terminé sans doute avant l'été et il sera publié à l'automne, vraisemblablement. En tout cas, notre but, c'est de le publier avant la fin de l'année. C'est un guide pratique qui fait la synthèse de tout ce que l'on trouve dans la réglementation, dans les normes, et nous nous sommes servis de tout ce que les autres ont publié pour essayer d'intégrer le must de ce qu'ils avaient produit eux-mêmes. Alors, je vais terminer simplement, si vous permettez, par un extrait du rapport de l'IGAS qui me paraît très intéressant justement face au titre de cette commission, de cette conférence, Loi, normes, réglementation et qualité d'usage. Ceci se trouve à la page 46 du rapport de l'IGAS. Je ne vais vous en lire qu'une toute petite partie. Et c'est encadré dans le rapport de l'IGAS. Il y a donc une dérive certaine par rapport à l'esprit de la loi qu'il conviendrait de réduire en expertisant les exigences des arrêtés, en reconsidérant les circulaires et leurs annexes descriptives, et c'est ça la chose importante, c'est moi qui rajoute ça, pour en faire des circulaires explicatives ou des recueils d'exemples, et non pas des instructions au service déconcentrés qui deviennent de fait blablabla. Blablabla. Donc ce qui est intéressant, c'est ce que nous faisons, du pratique, du concret, pour que ce soit utilisable immédiatement sans aller chercher ailleurs. Parfait. Merci. On va voir que, Monsieur Denisard, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde s'agissant des circulaires. Alors, Frédéric Denisard, je rappelle, vous êtes architecte, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes en charge des questions d'accessibilité. Et alors, je le disais en introduction, vous avez signé il y a quelque temps une charte avec 4 associations représentatives des personnes en situation de handicap. Donc je les rappelle, hein, l'APF, l'UNAPI, l'UNISDA et la CFPSA. Donc les 4 associations et vous êtes mis d'accord pour signer une charte, mais pourquoi faire ? Déjà, pourquoi l'idée de la charte ? Bien sûr. Déjà, je pense que c'est important. On était identifié, du moins la profession des architectes était identifiée comme un des acteurs importants pour la mise en accessibilité du cadre bâti. Et je pense que c'était l'acteur avec un grand A, comme l'architecte avec un grand A. Le problème, c'est que depuis 2007, certains professionnels se sont exprimés un peu en signalant que la loi générait des contraintes et bridait la conception architecturale. On l'a beaucoup entendu. Voilà. Sur la base de ces échanges, on a commencé à identifier les architectes comme ne sachant pas faire. Et là, en tant que représentant d'une profession, je peux vous dire que ça fait un peu désordre. Et c'est plutôt désagréable à entendre, puisque du coup, on commençait à entendre un autre message. Et puisque les architectes ne savent pas faire, on va créer un autre métier. Et comme la France est très forte pour créer des métiers qui servent à relatifs, je dirais, donc c'était un petit peu embêtant. Donc l'idée de la charte, c'est de dire, puisque nous on ne sait pas faire, il va peut-être falloir qu'on apprenne à faire. Et pour savoir comment on va faire, et du moins ce qu'il faut faire, autant travailler avec les usagers. Donc l'idée, c'est de recentrer tout le travail, toute la démarche de l'accessibilité, pas sur le problème de la réglementation, puisque le problème de la réglementation, on la maîtrise tous les jours, et on n'est pas loin d'être les champions du monde de l'interprétation du texte réglementaire. Ça commence par les règlements d'urbanisme. Donc à partir de ce moment-là, on se met en discussion et en dialogue sur un texte réglementaire, et on l'interprète, et puis non, je ne suis pas d'accord, et puis on arrive dans des situations un petit peu compliquées. Et on n'est pas dans une démarche vertueuse et positive de dire on va rendre nos bâtiments accessibles. Donc l'idée génératique, c'était de se rapprocher de l'APF, de mon voisin de droite. Pour pas vous cacher, j'y suis allé dans mes petits souliers au début, parce que je me suis dit comment il va me recevoir. Surtout que j'étais quand même introduit par quelques dires officiels de on nous empêche de concevoir librement. Donc l'idée, c'est de dire nous, on ne sait pas forcément faire, donc expliquez-nous ce que vous attendez, et en fonction de ce que vous attendez, nous, en tant que professionnels, on doit vous trouver une solution, pour la bonne et simple raison, c'est que je ne connais pas un architecte sur Terre qui
construit un bâtiment en disant il est interdit de rentrer dedans. L'idée, c'est d'arriver à harmoniser les échanges autour d'une valeur très positive et valeureuse qui était, qui pour moi, est la genèse de la loi. C'est de dire faisons en sorte qu'on travaille pour tous et qu'on n'en laisse pas sur le bas-côté de la route. Ce qui est quand même assez difficile. Oui, tout à fait. Et pour ce faire, donc, de ce que j'ai compris, vous avez reprécisé, enfin, vous avez repositionné la chaîne du déplacement, ce que vous appelez le fil d'Ariane, au centre de vos réflexions. Voilà, donc je reviens un petit peu sur l'idée de la charte. C'est que l'idée de la charte, c'est on travaille ensemble, mais une fois qu'on a décidé de travailler ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc on a déjà signé cette charte d'engagement pour dire on va continuer à travailler longtemps ensemble. Voilà. Et la première des priorités qu'on a choisi de dégager, puisque la charte, on l'a signée à l'automne 2012, et la première action qu'on a choisi de mener, c'est de développer des outils pour les professionnels que nous sommes, des outils de travail dans de bonne qualité. Et le premier outil, c'est c'est le premier acte de communication du projet pour l'architecte, c'est le dépôt du permis de construire. Donc la notice descriptive de ce que vous allez faire. Donc l'idée, c'est comment aujourd'hui un architecte peut expliquer son projet au moment du permis de construire sur une spécificité qui est l'accessibilité. Donc la première piste, c'est le fil d'Ariane. Je crois que... effectivement, vous allez nous illustrer vous avez un petit exemple? Oui, voilà, celle-là. Je vous présente un exemple concret. L'idée, c'est quand on est architecte, notre métier, c'est de communiquer autour des plans. On a appris à l'école à fabriquer des plans. Donc on a cette particularité d'arriver à définir un volume en 3D sur une qualité spatiale reconnue, mais seulement sur un bout de papier avec des traits noirs ou de couleur. En face de nous, on a des gens qui n'ont pas forcément appris à lire des plans et du coup qui ne sont pas dans la capacité de les interpréter et de comprendre ce qui est défini. Donc l'idée, c'est d'aider, que l'architecte puisse aider la compréhension du projet au moment du permis de construire pour que la commission d'accessibilité qui va découvrir le projet puisse appréhender le plus facilement possible ce document. Cet outil a deux valeurs. La première, c'est de la communication auprès de la personne qui est chargée de vérifier le contrôle réglementaire, et aussi des associations qui siègent dans ces commissions, ces gens qui n'ont pas forcément appris à lire des plans, et simplement pour les aider à repérer très rapidement comment on se déplace, quelle est la chaîne de déplacement de l'extérieur vers l'usage de l'intérieur du bâtiment. Finalement, vous essayez de résoudre des incompréhensions liées au vocabulaire et au mode de dialogue des uns et des autres. C'est-à-dire qu'en gros, vous expliquez des choses techniques en n'employant pas du vocabulaire technique. Voilà, l'idée, c'est de le repérer, c'est d'identifier des repérages pour dire là, il y a des difficultés, et là, voilà comment on propose de résoudre ces difficultés. La difficulté, la seconde, c'est ces bâtiments pour lesquels nous avons fait un ensemble de traits sur un plan. On obtient un permis de construire. Après, la difficulté, c'est qu'il faut construire. Et c'est là où on rencontre un autre problème dans la vie de notre vie au quotidien, c'est que derrière, c'est pas nous qui construisons, ce sont des acteurs qui ont été formés pour construire des bâtiments. Et l'idée, c'est que ce fil d'Ariane puisse être utilisé tout au long du développement du projet, à la fois au moment de la consultation des entreprises et surtout au moment du chantier, et même au-delà du chantier, c'est-à-dire au-delà de la réception du bâtiment, c'est-à-dire dans le cadre de la vie du bâtiment. C'est que pour tous les acteurs autour de l'acte de construire et de la vie du bâtiment, puissent avoir un repérage visuel de comment fonctionne le bâtiment et comment on a choisi de résoudre ces problématiques. Aujourd'hui, la difficulté pour un architecte, c'est d'appréhender à la fois la problématique d'accessibilité moteur, mais les trois autres handicaps qu'on ne connaît pas forcément. Et notamment, on a parlé tout à l'heure de signalétique. L'idée, c'est que quand l'architecte a la chance de pouvoir avoir cette mission et de définir, si je prends l'exemple que vous avez là sous les yeux, quand on est dans le bâtiment, l'idée, c'est vous suivez par exemple depuis les stationnements qui sont repérés en haut à gauche. L'idée, c'est vous suivez le petit fil rouge et vous rentrez dans le bâtiment. Donc ça va être d'identifier quand on arrive dans le hall du bâtiment, là il y a des gens qui vont rentrer là, il va falloir mettre des panneaux de signalétique, on ne va pas les mettre n'importe où pour ne pas déranger. Ça veut dire que si on décide de les accrocher sur le mur, on aura identifié pourquoi on l'a accroché sur le mur.
Ça veut dire que demain, dans la vie du bâtiment, si on décide de déplacer le panneau, on va savoir pourquoi on doit le déplacer et surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc c'est un petit peu cet outil-là qu'on souhaite développer, sur lequel on travaille actuellement. C'est un système très simple, mais qui permet de faire figurer toutes les problématiques et après de les identifier. Ce que vous nous disiez, alors je répète, hein, dans la charte, il y a un des points que vous évoquez qui est l'utilisation, a priori malhabile, on va dire, hein, de la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007, où en gros vous dites on en fait un document de référence pour apprécier la conformité d'un projet, alors que son but à l'origine c'était que de mettre en image certaines dispositions de la réglementation accessibilité. Et vous nous expliquez qu'en ça bride vos capacités de conception. Alors, aujourd'hui, si vous prenez les décrets et arrêtés, qui sont les seuls textes opposables sur lesquels on doit travailler, ces documents-là sont très bien faits, puisqu'en fin de compte, on reprend cette idée de la chaîne du déplacement. Il y a simplement, ce qu'on a identifié, c'est simplement, pas sur la globalité des articles, la problématique de l'usage et de la définition de l'usage. Par contre, souvent, ce sur quoi on est opposé, c'est-à-dire au niveau des contrôles, c'est l'utilisation de la circulaire. Parce que la circulaire, l'idée de la circulaire, c'est de mettre en image ces textes, qui sont assez faciles à ingérer, puisqu'il y a une quinzaine de pages, des articles qui sont très courts. Je pense qu'il y a des documents qui sont beaucoup plus difficiles à lire. Mais c'est de les mettre en image, et du coup, ces images qui sont des exemples deviennent des éléments comparatifs. C'est-à-dire que si on prend le plan que vous avez là à l'écran, on va essayer de regarder, je parle simplement, mais on va comparer, et effectivement, c'est dire, je ne retrouve pas le schéma qui est dans la circulaire, et donc du coup, je trouve qu'il y a une non-conformité. Or, ça, c'est des choses que vous vivez au quotidien ? C'est des choses qui sont vécues au quotidien. Ouais. L'idée, si vous voulez, c'est s'éloigner de ça, de reprendre la problématique de c'est quoi ? Je rentre dans un sanitaire, qu'est-ce que je dois faire dans le sanitaire ? Je dois pouvoir m'y retourner, je dois pouvoir faire un transfert sur la cuvette, je dois pouvoir me laver les mains. Et à nous de trouver des solutions pour dire voilà comment ça fonctionne. Alors les solutions, si c'est un problème d'accessibilité moteur, c'est pas compliqué, il faut de l'espace. Mais dans d'autres cas, c'est plus complexe que cela. Mais notre travail au quotidien, c'est de trouver des réponses techniques jusqu'au bout pour pouvoir permettre effectivement l'usage. Dans certains cas, des espaces qui sont trop petits, des programmes qui ne le permettent pas, des difficultés un peu sensibles, on doit trouver des solutions qui ne sont pas forcément des solutions qui sont écrites dans les livres. Sinon, on travaille sur des catalogues, et aujourd'hui, si on a fait appel à un architecte, c'est bien justement pour trouver des solutions qui sont ingénieuses au quotidien. Alors, il y a un autre élément, et vous l'avez dit en préambule, de toute façon, c'est l'architecte, de toute façon, il ne sait pas faire. Alors, là aussi, il y a un grand point dans la charte qui consiste à dire qu'il faut renforcer la formation continue des professionnels. Alors, comment on fait pour renforcer la formation continue des professionnels ? Et est-ce que les professionnels ont envie d'y aller ? Alors, oui, si. Sur le problème de l'accessibilité, je crois que c'est encore la formation, même malgré que 2007, comme Marie le rappelait tout à l'heure, ça fait quelques années. Aujourd'hui, je crois que c'est encore une des formations que les architectes suivent le plus. Ce qu'on a identifié, c'est que beaucoup de formations sont utilisées, du moins sont développées autour du problème réglementaire, et comme appui, c'est le texte réglementaire et les circulaires, pour une mise en image. Et nous, notre volonté, c'est de développer des formations, ou du moins d'initier des formations autour de l'usage, et de travailler autour de l'usage pour expliquer quelle est physiquement, à l'architecte, quelle est la problématique, c'est-à-dire qui pratique le fauteuil, qui pratique la canne, qui pratique des parcours accidentés, et c'est vraiment de le mettre en scène, puisque c'est de ça dont on a besoin. Une fois qu'on a commencé à toucher du doigt le problème fonctionnel, on cherche des solutions. Mais tant qu'on ne sait pas quelle solution, du moins, tant qu'on ne sait pas vers quoi il faut tendre, et qu'il ne suffit juste de travailler sur un calage écrit, à tous les coups, on a des chances de se tromper. Donc de l'expérimentation en réel. Au niveau de la formation initiale également, il y a des choses que vous avez en tête ? Alors la formation initiale doit aussi se développer comme ça. Aujourd'hui, il y a 22 écoles en France. Chaque école est plus ou moins autonome pour développer son programme.
la loi oblige à développer la thématique de l'accessibilité. Chaque école développe la problématique de l'accessibilité comme elle le veut, soit faire un projet spécifique en 3e, 4e ou 5e année autour de l'accessibilité, ou dispenser une formation continue tout au long de la formation de 2 heures par mois, ou je sais pas. Chacun est libre. Aujourd'hui, ce qu'on identifie, c'est que la problématique de l'usage est rarement abordée. Je vais être un peu cru, il y a une école aujourd'hui en France, et je crois que c'est Nicolas qui me le disait l'autre jour, il y a une école en France qui fait ça, à Paris-Belleville, parce qu'il y a, un acteur en fauteuil qui dispense des cours, et donc du coup, qui sait de quoi il parle. D'accord. Dans le cadre de la... Et puis c'est historique chez eux. D'accord. Et dans le cadre de la réforme, il y a une réforme en cours de l'enseignement dans les écoles d'architecture. C'est le genre de choses qui va être abordé ou pas du tout? On n'est pas sur les programmes, j'imagine. Alors, nous, ce qu'on a relayé par rapport au ministère de la Culture, parce que vous êtes ministère de la Culture, c'est ça, c'est que la problématique des écoles, c'est que c'est pas l'enseignement, c'est la culture. Ce qu'on a relayé auprès du ministre de la Culture, c'est que ce qu'on demandait, c'est de professionnaliser les futurs architectes. D'accord. Donc d'introduire effectivement ce genre de choses dedans. Et notamment ce genre de détails. D'accord, très bien, merci beaucoup. On va passer la parole à Monsieur Méry. Nicolas Méry, je rappelle, donc vous êtes conseiller national en accessibilité au niveau de l'APF. Alors, question toute simple, la même qu'à Marie Procoletta au départ. Quel bilan vous faites à 2 ans de l'échéance? Non, je dirais en essayant de raisonner sur le temps long, puisqu'on a une première loi du 30 juin 1975 qui n'a pas été, on va dire, appliquée. Là, il y en a une seconde, et on peut quand même assister au fait qu'il y a beaucoup de branches professionnelles qui ont tenté de s'approprier. Après, ça crée beaucoup de crispation. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder la chose de manière un petit peu culturelle. On n'est pas dans un pays anglo-saxon, parce qu'il y a d'autres pays, effectivement, qui ont défini, on va dire, une réglementation, mais via un objectif de résultat, en disant il faut accéder là. Après, on ne vous donne pas de normes précises. On ne vous dit pas comment faire, on vous dit voilà où est-ce qu'il faut aller. Voilà, on vous fixe l'objectif. Alors que la France, c'est là où je pense qu'on est vraiment d'une culture latine, héritière des codes romains, etc. On a voulu plutôt préciser des objectifs de moyens extrêmement précis. Et donc, du coup, effectivement, c'est là où nous aussi, association, on n'avait pas compris au départ pourquoi il y avait autant de crispation. Parce qu'on s'est dit, c'est bon, on a des règles précises, maintenant on y va. Ça y est, c'est parti. Et puis non. Donc il a fallu s'interroger sur les fondements aussi d'une telle crispation. Au bout du compte, quand on s'est vu avec Frédéric, effectivement, et puis on s'est dit, il faut s'en sortir par le haut. C'est là où peut-être que l'ironie de l'histoire, c'est une hypothèse, mais où on peut se dire que finalement, il faut avant tout expliciter le pourquoi, la philosophie et le sens d'une règle avant de donner la règle stricto sensu. Si on dit il faut qu'une porte fasse 90 sans expliquer pourquoi, je pense que tout à chacun, on peut être bridé et énervé de se dire on m'oblige à respecter une règle extrêmement précise sans m'expliquer le pourquoi du comment. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a loupé l'étape de la pédagogie. On peut le voir comme ça, oui. On peut le voir comme ça, mais après, il y a d'autres facteurs d'explication. Non, j'imagine. Moi, je caricature, je suis journaliste. Non, mais ça mériterait que, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Il y a de plus en plus de sociologues qui commencent à faire des études, justement, sur les politiques d'accessibilité. Ça serait intéressant qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui se penche dessus pour savoir comment chaque acteur ou chaque type d'acteur a réagi par rapport à l'apparition de la loi et des objectifs réglementaires. Donc je dirais que pour le neuf, je pense que c'est pas la même approche pour le neuf que pour l'existant. C'est pas la même problématique. Il faut savoir que du côté des associations, étant donné qu'on a eu ce premier historique d'une loi inappliquée, c'était aussi un objectif de moyens. On s'aperçoit que la loi n'a pas été appliquée. Donc on a la chance d'avoir une seconde loi en 2005 qui arrive. Donc on est tout content. Donc on se dit, maintenant on a un corpus. Et on voit des acteurs qui n'arrivent pas à faire. Alors forcément, au départ, on se crispe. Parce que pour nous, du coup, la réglementation, c'était la base minimale. Donc si on vient nous dire, on a une première loi inappliquée, et puis la seconde, on vient nous dire, c'est compliqué de l'appliquer.
on s'en sort comment? Parce que donc du coup, forcément, on était aussi crispés. Finalement, quand on essaye de sortir par le haut de cette dialectique, on s'aperçoit qu'en fait, il faut effectivement expliciter chacun de nos besoins, quel que soit le type de déficience. Et que effectivement, c'est en mettant les gens dans des conditions réelles d'usage qu'on arrive à faire comprendre nos besoins. Effectivement, et on parlait de l'école d'architecture de Paris-Belleville, c'est une enseignante, le hasard fait qu'elle est en fauteuil roulante, et le cours qu'elle fait, parce qu'en fait le ministère de la Culture a fait une étude interne sur l'application du référentiel de formation sur l'accessibilité, il y en a beaucoup d'entre elles qui, je vais résumer, mais qui font beaucoup de cours sur la réglementation. Et du coup, ni sur la philosophie, ni sur l'usage. Ouais, ce que disait M. Denisard, on n'explique pas le Elle doute, met quoi. ses étudiants en situation, c'est-à-dire qu'elle leur bande les yeux, elle leur bouche les oreilles, elle les met dans des fauteuils, voilà, et puis de dire, je vais vous faire évoluer. Elle fait évoluer ses étudiants dans un bâtiment, et de se dire, vous voyez que quand effectivement vous n'avez pas la vue, vous voyez bien qu'il vous faut des moyens pour vous repérer, quoi, et pour vous déplacer. Ce qui fait que, tout simplement, le bon sens, après, amène à les faire réfléchir. Du coup, on regarde les normes autrement. Donc, c'est finalement une philosophie de l'usage qu'il faut faire passer. C'est ça qui est important. En revanche, vous disiez, il y a un distinguo à faire, en tout cas un sur lequel vous êtes attentif, c'est le neuf et l'existant. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce que autant dans le neuf, il faut qu'on vise l'excellence, et là, il faut qu'on soit intraitable, autant dans l'existant, par rapport à l'échéance de 2015, il est évident que c'est pas du tout la même approche. La loi, là où la loi est bien faite, c'est qu'elle dit il faut le cadre bâti existant à jusqu'à 2015, mais il y a la possibilité de demander 3 motifs de dérogation. Bon, il est évident que dans les 3 motifs de dérogation, tout le monde connaît ça par cœur, mais impossibilité technique, conservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Bon, si on est un acteur de bonne foi et qu'on a un dossier dûment justifié, il n'y a pas de raison que la dérogation ne soit pas accordée. Donc là, il faut aussi redonner des signes de rassurance et trouver aussi des solutions de bon sens. Je vais trouver 2 exemples. Oui. Je vais donner 2 exemples. Quand c'est là aussi où quelquefois il y a certains types de professionnels. Alors je veux pas jeter l'opprobre sur certains types de professions, mais les diagnostiqueurs, certains d'entre eux ont eu une approche. Est-ce que vous me permettez de lire vous leur faites dans le baromètre 2012 de l'accessibilité? Oui. Allez, je me permets. J'espère qu'il n'y a pas de diagnostiqueurs dans la salle. J'espère qu'il y en a. Ça peut. Alors, je cite le baromètre. Par défaut d'encadrement initial de la mission, alors vous mentionnez des retours d'expérience faisant état d'incomplétude pour le moins et d'incompétence pour le plus en ce qui concerne la majorité des diagnostiqueurs. Un peu plus loin, vous précisez que nombre de collectivités et de gestionnaires de RP privés disposent de diagnostics complexifiant plus la tâche qu'ils ne la facilitent, des diagnostics ultra techniques qui ne permettent pas de mener à bien le chantier accessibilité, sans stratégie, sans programmation et encore moins de fiches préparées pour les demandes de dérogation. Vous n'êtes pas tendre quand même. Non, mais c'est aussi des retours de terrain qu'on a de la part des gestionnaires de RP. Je veux dire, c'est pas voilà. Hein. Du coup, on se met à la place des acteurs. Hein. Je veux dire, pas qu'associatif. Je veux dire, il faut qu'on entende aussi toutes les difficultés, quoi, parce que voilà. Donc l'exemple que vous vouliez. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois, c'est là où c'est dommage, mais je veux dire, on va s'en sortir par le haut. Il n'y a pas de souci. C'est que, imaginons un service qui est à un premier étage inaccessible. Quelquefois, on peut assister à une préconisation d'ascenseur, plutôt que de réfléchir à une solution de bon sens, c'est de dire pourquoi on transfère. Nous vous rappelons. Oui, et quelquefois, on n'a pas forcément la préconisation, du coup, de dire pourquoi il faudrait plutôt pas transférer le service au rez-de-chaussée qui, lui, est accessible. Deuxième exemple. Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'on a tout de suite dit il va falloir installer un ascenseur, oulala, ça coûte cher, plutôt que de regarder comment fonctionnait le bâtiment. Voilà, on est dans l'existant. Il faut qu'on trouve des solutions de bon sens qui soient le moins onéreuses pour tout le monde. Et l'idée, c'est là aussi, c'est finalement le problème, peut-être un problème franco-français. C'est-à-dire que des fois, on se crispe tellement sur la réglementation qu'on en oublie l'objectif final.
c'est quoi pour nous notre objectif, quelle que soit notre déficience ou notre situation. Pensons également notamment aux personnes âgées, surtout avec le vieillissement de la population française. Je veux dire, c'est d'accéder à un bien, un service, à une activité. J'ai envie de m'acheter un pull, un livre, d'aller au restaurant ou au cinéma. Le moyen technique d'y arriver, peu importe. Donc il faut arrêter, je parle dans les bâtiments existants, de se crisper là-dessus. Il faut trouver les meilleures solutions en toute intelligence. Quand on a étudié, grâce à la délégation ministérielle à l'accessibilité, les branches professionnelles qui ont participé, un groupe de travail a planché sur comment appréhender ces fameux motifs de dérogation, les fameuses fiches regard croisés. Tout à fait. Donc on travaillait à partir d'exemples locaux, à partir de dossiers qui avaient été vraiment présentés. Je cite un exemple qui me vient en tête. C'était un café-théâtre. Il y avait une largeur de couloir de 1,05 m. La réglementation dit 1,40 m. Simplement, donc, le gérant, le gestionnaire demande, est-ce que je demande une demande de dérogation pour éviter d'avoir à casser le mur, pour respecter les 1,40 m, parce que pour 35 cm, ça me fait faire des travaux de grosses œuvres, et en plus de ça, je vais perdre des places commerciales. Mais évidemment que là, dans ce cas-là, il faut l'accorder la dérogation. Parce qu'à 1,05 m, une personne en fauteuil, elle passe concrètement. Donc là, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut, sur l'existant, il ne faut pas se polariser sur les normes. C'est pour ça que vous avez cité M. Doligé, le sénateur Doligé tout à l'heure. Il faut revenir sur cette question-là. Elle n'est pas entendable et ça dépasse d'ailleurs le champ de l'accessibilité. D'ailleurs, à titre personnel, je suis assez stupéfait qu'un sénateur de la République puisse dire il faudrait que les normes à l'échelle locale, parce qu'il faut bien savoir que sa proposition, ça dépasse, ça comprend largement toutes le les cadre, normes, et pas simplement que l'accessibilité, en disant on va adapter les normes en fonction aux spécificités locales. Donc je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le handicap, ça veut dire que dans le Gers, on va pouvoir rouler à 10 à l'heure dans les villages, mais dans la Meuse à 80. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi ? Est-ce que la France n'est-elle pas une et indivisible selon notre Constitution ? Enfin, je veux dire, ça fait quand même poser question de la part d'un sénateur. Hein. Bon. Donc, en plus de là, c'est là où, par rapport au rapport IGAS, nous, on estime qu'il y a une erreur d'analyse. Enfin, une erreur. Oui, il y a une erreur d'analyse. C'est-à-dire, on ne regarde pas le potentiel de la loi. Dans le neuf, je veux dire, il n'y a aucune dérogation possible. Dans l'existant, il y a un potentiel de dérogation. Mais arrivons à concevoir quand même ce système spécifique. Et je veux dire, à partir du moment où ce sera justifié, ça, il faut bien préciser. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, à partir du moment où vous êtes de bonne foi, c'est-à-dire quoi, être de bonne foi ? Comment on vous prouve qu'on est de bonne foi ? Tout simplement en ayant, je dirais, en s'étant inscrit dans une démarche, en ayant sollicité des demandes de dérogation auprès de la commission préfectorale compétente, la CCDSA, et 3, en fournissant dans le dossier des éléments justificatifs. Qui montre qu'on a fait sérieusement les deals. Une impossibilité technique, je veux dire, c'est objectivé. Je veux dire, ça souffre aucune contestation possible. Une disproportion manifeste, et c'est là aussi on remercie l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, qui, grâce à elle, avait proposé, on a pu travailler sur un document Excel, qui objective la faculté économique ou pas d'un établissement de pouvoir supporter les investissements de tout ou partie. Ouais, l'évaluation de l'impact économique de ces mises en envisageant d'ailleurs divers scénarios. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a tous les éléments pour concourir. Et donc pour nous, un acteur de bonne foi, c'est celui qui sera inscrit dans une démarche, qui aura les éléments justificatifs. S'ils sont justifiés, il n'y a pas de raison de lui refuser. Par contre, un acteur qui n'a rien fait, pas fait son diagnostic, pas sollicité la CCDSA, n'ayant rien fait, pas de demande de justification, oui. Pour nous, du coup, c'est la frontière entre la bonne et la mauvaise foi. D'accord. Voilà. Les mauvais élèves, de ce que j'ai vu dans le baromètre, là, on a par exemple les cabinets médicaux, paramédicaux, ils sont dans le collimateur, a priori. Oui, enfin, il n'y a pas que cela, mais bon. Ouais, de proximité aussi. Il y a beaucoup de problèmes, même s'il y a des secteurs qui vont de mieux en mieux. Hein, mais c'est vrai que la France a quand même... c'est l'une des plus grandes puissances mondiales. On a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et les personnes qui ont le plus besoin d'accéder au système de santé sont dans l'incapacité pour des questions structurelles. C'est quand même sidérant. C'est surréaliste. Ouais. C'est surréaliste. Vrai, vous avez raison. Et je veux dire, c'est scandaleux pour
beau nombre de nos concitoyens qui ne peuvent pas accéder aux soins. Je veux dire, ça peut être l'ophtalmo, le dentiste, le gynécologue pour une femme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'accès aux soins. Des personnes sont dans des refus de soins, de non-accès aux soins. Il faut le savoir quand même. Hein. Ça concerne plusieurs millions de nos concitoyens. On attire la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. Alors, je vais vous passer la parole après, Marie. Juste un dernier mot sur précisément ce que moi j'estime être des efforts faits par les professions type l'ordre des architectes. Un mot aussi sur les pros de l'accessibilité, Handibat, enfin les entreprises cette fois-ci qui vont réaliser les travaux. Comment vous voyez leurs efforts ? Alors c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a des signes plutôt positifs. Au départ, on avait... j'essaye de raisonner aussi un petit peu sur un moyen terme. On sentait beaucoup de crispation, une incompréhension vis-à-vis de la loi, etc. Puis tout d'un coup, que ce soit la CAPEB avec le label Handibat, le label éco-accessibilité, la charte établie avec l'Ordre national des architectes, les multi-guides, parce qu'il faut savoir... Oui, il y a de la littérature, là. Ah, il y a de la littérature. Hein. Je veux dire, en juin 2011, on avait dénombré 138 guides. Donc je pense qu'un an et demi plus tard, on a largement dépassé les 150. Mais grâce à la DMA, grâce au CSTB, au CERTU, à l'AFNOR, je veux dire, il y a un certain nombre de branches professionnelles. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas de guide méthodologique. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Après, il reste des choses. On sent qu'on a amorcé un mouvement. La dynamique, elle est lancée, quoi. Il faut qu'on, du coup, maintenant, on faut arrive... transformer l'essai. Oui, il faut transformer l'essai, quoi. D'accord. Véritablement, quoi. Depuis 2 ans, la bascule est faite. Il me semble que maintenant, grâce à l'appui de tous, Nicolas en a cité un certain nombre. Moi, je dis toujours en premier les élus, ensuite les CCI, CMA, et toutes les associations de personnes handicapées sur les territoires. Il y a toujours un acteur qui rappelle qu'il faut s'occuper d'accessibilité. On a là maintenant un maillage et un effet de tache d'huile qui nous amène à ce qu'on s'en occupe tout de suite ou un peu trop tard, mais au moins on a toujours quelqu'un qui sur n'importe quel projet reparle de la question d'accessibilité. Donc là on a gagné une étape. Maintenant il faut l'inscrire dans le temps. 2015, je le disais tout à l'heure, c'est un objectif de société accessible. Ça ne doit pas être si au 1er janvier 2015 j'y suis pas, il se passe rien. Ça serait quelque chose qui serait inacceptable. On irait à l'encontre du projet qui a été porté avec la loi de 2005. Donc il nous faut être capable de continuer cette dynamique et je dirais de l'amplifier. Ça c'était les éléments que je voulais ajouter après que chacun ait expliqué comment dans son secteur les choses avancent. Alors, quelques chiffres, parce que ça fait toujours bien de donner quelques chiffres. Dans les commissions départementales, on a examiné depuis 2007. 2007, c'est la date de mise en application de la réglementation, 330 000 dossiers. 330 000 dossiers, les pompiers nous disent il y a 650 000 ERP. 330 000, 650 000, on voit qu'on n'est pas à rien. Bien au contraire. Sur ces 650 000 dossiers, 650 000 ERP, on arrive maintenant à 22% d'eux qui sont neufs. Neufs avec les règles, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, avec les règles de l'accessibilité. Donc on a au moins 22% de nos ERP qui aujourd'hui sont accessibles. Condition qu'on n'ait pas fait de grosses bêtises. Mais enfin, avec la chaîne de contrôle qu'il y a derrière, on doit bien arriver à éviter les trop grosses bêtises. Et puis, on est à peu près à 50% d'établissements en tout qui ont eu des permis de construire, des autorisations de travaux. Ce qui veut donc dire qu'elles ont amélioré l'accessibilité de leurs ERP, partiellement ou totalement. Donc on est vraiment entre 22 et 50% de RP qui ont fait dans l'accessibilité. Donc ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'important à bien noter, parce que moi je suis toujours désolée lorsque j'entends certains dire on n'y est pas, il ne se passe rien. Faut pas, ce discours-là, si c'est pour se protéger
et dire puisque les autres n'ont rien fait, il n'y a pas de raison que moi je fasse, ce discours-là, on ne peut plus l'entendre. Il est faux. Si c'est pour se déculpabiliser, chacun gère sa culpabilité. Alors, des dossiers, ils augmentent. On a eu 32% d'augmentation de dossiers déposés entre 2007 et 2011. Ce qui veut donc dire que la machine est bien en route. J'ai des éléments objectifs qui permettent de dire que l'accessibilité avance. Alors, les demandes de dérogation. Les demandes de dérogation, ben ça fluctue un petit peu d'une année à l'autre. En gros, on est sur un petit 10% de demandes, 8, 9%, ça dépend des années. Et ce qui veut dire que les dossiers sont ensuite bien examinés et travaillés. Et on est autour d'un taux d'acceptation sur les dérogations à 75%. Donc moi, lorsqu'on me dit on ne peut pas déposer de dossier de dérogation parce qu'ils sont systématiquement rejetés, j'ai du mal à l'entendre. D'autant qu'on a beaucoup travaillé pour expliquer et pour faciliter, même si c'est bien compliqué, je l'avoue encore, les dossiers. Donc en gros, globalement, on a un taux de 4%, 5% de dérogation sur l'ensemble des dossiers. Alors, ça veut dire, si je les ramène à mes 330 000 dossiers qui ont été examinés, je n'ai pas les chiffres 2012, puisque l'année 2012 vient de se terminer, ça nous fait pendant ces 5 années 13 000 dossiers de dérogation acceptés. Ce n'est pas de la dérogation totale, ça peut en être, mais c'est souvent de la dérogation partielle. Donc, ce qui veut dire que même quand il y a de la dérogation, il peut y avoir de l'accessibilité gagnée. Voilà, quelques chiffres pour montrer qu'on n'est pas dans une atmosphère atone. Bien au contraire, la dynamique est vraiment là et il faut qu'on continue à l'entretenir. Merci beaucoup, Marie. Alors, on a terminé les présentations. La parole est à vous. Donc, je vais vous faire passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des précisions que vous souhaiteriez apporter? Je vous apporte ça tout de suite. Présentez-vous, bien sûr. Marc Guillemin, co-président de Yon Accessibilité pour tous. C'est un collectif d'associations porteurs de différents handicaps, qui va du handicap visuel au handicap moteur, etc. Moi, je vais réagir, désolé, à ce qui me choque un peu. J'ai entendu des choses encourageantes également, ça je voudrais que le souligner avant. Moi, je pense que pour en revenir aux salles de bain, proposer des ressauts de 2 cm, voire de 4 cm, je pense que les gens qui proposent ça ne sont pas mis dans le fauteuil pour faire vraiment un essai avec différentes personnes, différents usagers. Porteurs de handicap dans la salle de bain. C'est un lieu où on est on est très instable, il n'y a pas que quand on est debout, quand on est mouillé assis sur le fauteuil, ça l'est encore lorsqu'on fait le retour, et qu'un fauteuil il a 4 points d'appui qui sont à peu près à 50 cm l'un de l'autre, etc. Qu'ayant 4 points d'appui, sitôt qu'il y a une pente ou un ressaut, ça crée un déséquilibre, et au moment du transfert, même s'il a ses freins, le fauteuil il s'en va. J'ai été emballé moi par les douches à l'italienne où il n'y a plus du tout de ressaut. Je pensais qu'on partait vers ça. Là, j'ai l'impression qu'on fait un recul en arrière et la qualité d'usage, elle n'est pas là. Je vous passe le débat avec les robinets qui sont dans le dos lorsque le siège est attaché. Le siège confetti qui est très dur d'ailleurs en plus, il ne faut pas craindre les escarres, etc. Donc on n'en a pas parlé, donc je ne m'étends pas, mais non, j'ai pas vraiment l'impression qu'on fasse une avancée sur la qualité d'usage là. Monsieur Laroussi. Oui. Alors votre question est légitime, et d'autant plus que vous êtes représentant d'une association qui en son sein reçoit justement plusieurs usagers avec de multiples et différents handicaps. Donc en fait, cette étude justement et ce guide est sorti justement pour être à disposition et pour résoudre le problème de plusieurs handicapés, plusieurs personnes et plusieurs usagers. Le fauteuil roulant, justement, le débat que la question que vous posez a fait beaucoup de débat au sein de ce groupe de travail.
Parce que justement, il y avait des gens qui étaient justement en train de défendre, et d'ailleurs il y en a que tout le monde connaît ici, hein, qui défendaient justement la thèse d'avoir au maximum 2 cm de ressaut, et d'autres qui disaient justement il y a certains handicapés ou certains usagers qui ont besoin d'avoir une manifestation de cette rupture entre l'extérieur de la douche et l'intérieur de la douche. Voilà, donc le but, c'était pas de répondre à un seul besoin, mais à plusieurs besoins, tout en donnant un maximum de réponses à d'autres. Et donc les 4 cm qu'on a cités, n'oubliez pas que dedans, il y a quand même une rampe d'accès. Donc là, je ne me suis pas attardé dessus, mais on peut en discuter après. On peut en discuter après. Je peux vous expliquer le pourquoi du comment. Là, sur 15 minutes, je ne peux pas tout expliquer. Mais sachez que c'est un débat qui a été au sein du groupe de travail et qui a fait l'objet d'un consensus. Merci. Y a-t-il une autre question? Oula. Bon, on fait dans l'ordre, on va aller comme ça. Oui, bonjour, Frédéric Fossier de François Tourisme Consultant. Voilà, moi c'était par rapport aux recommandations et aux guides de bonne pratique. Moi, quand je fais du diagnostic en accessibilité, voilà, les personnes me demandent la réglementation, être en règle avec la loi de 2005. Et après, voilà, s'ils voient au niveau des guides ceci, bon... c'est pas conforme, mais c'est acceptable, etc. Et il y a plein de choses différentes. Après, comment on fait? Alors après, on nous dit que suivant les diagnostics, il va y avoir 10 000 interprétations différentes suivant les diagnostiqueurs, etc. Mais c'est vrai que du coup, c'est subjectif. On essaye d'être au plus près des besoins des personnes. Moi, je travaille dans l'hôtellerie et la restauration essentiellement. Mais quand on a affaire à ce genre de guide ou ce que vous dites, ce que je conçois parfaitement, comment on s'adapte nous aussi par rapport à ça? Merci. De façon, en ce moment, très difficile, parce que les discussions sont parfois ardues au sein des commissions, justement. Ça, c'est un bon exemple, où les avis sont parfois divergents. Mais il y a une chose qui n'arrive jamais. Et là, nous avons un représentant au sein de la commission, un représentant de la DMA, justement, qui nous aide beaucoup, parce qu'il connaît très bien la réglementation, à ne jamais aller en deçà de la réglementation, et même, si vous voulez, à ne pas citer quelquefois ce que la réglementation oblige. Pourquoi? En disant « il faut faire ça », sans dire que c'est la réglementation. Il faut faire ça, ça doit être fait, point final. C'est parce que c'est la loi qui le dit. Par exemple, je vais citer un exemple très simple. En matière d'accessibilité, toute information doit être doublée. Je ne sais pas si vous savez ça, elle doit être doublée par un autre sens. Eh bien, il suffit d'écrire ça, et vous respectez la loi dans ce domaine-là, bien sûr. Hein. Donc, les guides de bonne pratique, enfin, le guide de bonne pratique sur lequel nous travaillons, nous, est un guide qui, à minima, respecte la réglementation, et les cite ses sources, si vous voulez aller plus loin, mais permet d'aller vers une qualité d'usage en toute connaissance de cause, en améliorant vraiment la qualité d'usage, avec de l'argent ou avec des moyens qui sont le contraste de couleurs, la hauteur des lettres, la disposition, etc. Vous voyez, donc ça répond parfaitement à votre question. Oui, bonjour, donc je suis Marine Semichon, j'enseigne avec Lila Deridge à l'école de Paris-Belleville, donc l'intensif corps matière d'architecture. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir parlé de nous. Donc on est architectes toutes les deux. Je voulais juste parler brièvement de cette expérience, juste rappeler que c'est tout petit. C'est pour l'instant 3 jours par an avec les deuxièmes années et une demi-journée avec les premières années. On avait fait... on voulait vraiment travailler plus spécifiquement avec les premières et deuxièmes années parce que on savait qu'après, on allait beaucoup plus aborder l'aspect réglementaire qui est assez logique. Hein, et puis c'est aussi parce que de jeunes étudiants, enfin des étudiants qui commencent l'étude d'architecture, sont peut-être encore pas trop formatés aussi. Et peut-être qu'il y a un terrain d'expérimentation qui est encore possible. Et donc, voilà, c'était... Je voulais juste vous dire que nous, on veut éviter de parler de handicap, on parle plutôt de diversité humaine.
et que l'accessibilité, on veut l'aborder comme un moyen aussi d'innover, qui peut aussi être un outil voilà, d'inspiration et d'innovation pour les concepteurs, les architectes. Et ce qui était drôle, c'est qu'on a eu donc on a commencé en fait l'année dernière, on a eu des étudiants en première et deuxième année, ils sont très nombreux encore, c'était l'ensemble des premières et après l'ensemble des deuxièmes années, ils sont arrivés en traînant des pieds, en papoter et tout. Puis d'un coup de les mettre en situation, toutes sortes de situations, hein, sans parler de déficience, de limitation, de choses comme ça ne nous intéresse pas. On est donc une diversité humaine, on est multiples, besoins multiples, etc., perceptions multiples, voilà, mode de compréhension multiples, etc. Et qu'en fait, après, ils étaient avides de questions, réponses, ils avaient envie d'échanger, ils sont tous repartis avec le sourire. On a eu, vraiment, ils ont été très réceptifs, donc c'est une expérience positive, j'ai envie de continuer et on espère que d'autres écoles vont nous suivre, parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression quand même qu'il se passe tant de choses que ça, mais bon, on n'est pas au courant de tout, hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'arrive après là-bas, je vais passer d'abord la parole ici. Ah bah il y a monsieur, j'avais pas vu, excusez-moi. C'est très court. Olivier Barancy, architecte, il me semblait que l'espace d'usage était passé, enfin on en parlait de passer à 75-125 au lieu de 80-120. Il n'y a pas eu un moment donné où il était question de l'abaisser un petit peu? Non, pas à ma connaissance, non. On touche à rien. Monsieur. Oui, bonjour, Olivier Lefebvre, responsable du bureau du droit d'histoire et de l'accessibilité à la direction départementale des territoires de la mer de Seine-Maritime. En arrivant tout à l'heure, je suis tombé sur des élus de mon agglomération, enfin dans laquelle je travaille, donc avec un des fonctionnaires territoriaux. Nous avons comme partenaire à la DDTM donc les collectivités, à la fois comme maître d'ouvrage public, d'établissement en recevant du public, comme partenaire instructeur puisqu'ils viennent présenter devant la sous-commission départementale d'accessibilité, dont j'ai la responsabilité des dossiers pour de recueillir l'avis de la sous-commission. Et alors j'aurais aimé, donc je ne vois pas de leurs représentants là aujourd'hui, enfin, en tout cas lors de cette conférence, j'aurais bien aimé avoir leur retour d'expérience. Nous, on travaille régulièrement sur le département de la Seine-Maritime ensemble, ils viennent nous consulter. Je les réunis 2 fois par an pour leur porter le message de l'administration centrale, mais c'est vrai qu'il aurait été intéressant parmi les intervenants d'avoir un de leurs représentants puisqu'ils sont un peu la pierre angulaire en tant qu'autorité de police, en tant que maître d'ouvrage de RP. Il serait bien d'avoir un retour d'expérience de leur part cet après-midi. Merci. On aura, alors là-bas, j'ai une question. Je reviendrai après là-bas. Hein. Merci. Les différents thèmes qui ont été abordés traitent principalement, au-delà, comment je veux dire, du comportement, du guide, de bonne action, enfin de bons protocoles pour faciliter l'accessibilité. Mais principalement, on est focalisé sur les ERP, donc les établissements recevant du public. Ceci étant, quand on sait que là, il y a une réécriture de la GN8 qui donne, une fois de plus, des mécanismes et des dispositifs strictement, une fois de plus, pour les ERP. Et qu'on a quand même des ERT, dont des établissements recevant des travailleurs, qui reçoivent 1500 personnes, et dans lesquels il n'y a pas que des PMR, enfin des personnes à mobilité réduite, on a les 5 ou 6 personnes ou 6 différences de handicap, et que nous, chargés de leur sécurité, de leur mise en sécurité, en cas de sinistre, nous sommes censés nous appuyer sur quelque chose. Mais quand on sait que là-dessus, il y a un vide juridique, que faut-il faire? Sur quoi faut-il s'appuyer pour faire fédérer les décideurs sur ce que nous aimerons mettre en place? Sachant tout de même qu'on est dans un état, dans une situation économique pour laquelle on sait d'avance ce qu'on va nous renvoyer comme réponse. Sur cette question, moi, je préférerais que ce soit le ministère qui est en charge des lieux de travail qui vous réponde.
parce que c'est lui qui traite ces problématiques en priorité. Nous, en termes de construction, on essaye de veiller à ce qu'il y ait une adéquation à peu près correcte entre ERP et ERT, parce qu'il y a beaucoup de ERP qui sont aussi des ERT. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important à essayer de souligner dans le débat actuel sur l'établissement, sur les textes qui devraient ou qui pourraient peut-être un jour arriver à sortir. Mon sentiment étant que le consensus n'est pas là. Néanmoins, vous avez quand même une base de texte et une batterie de textes qui s'appliquent en eux-mêmes. Ça, il me semble que le ministère du Travail a été clair sur la question. Après, le GN8, il faudrait éviter de dramatiser autour du GN8. Philippe Endurant, qui est le père du GN8, lorsque je l'écoute, explique que le GN8 est une réponse. Ce n'est pas la seule réponse, les espaces d'attente sécurisés. Donc, il y a vraisemblablement un travail de clarification à faire, mais vous avez un corpus réglementaire qui aujourd'hui existe autour de ces éléments-là. Il n'est pas complet, mais néanmoins, les différents textes peuvent être appliqués, décret, arrêté, même si ça ne vous satisfait pas totalement, ce que je peux comprendre. Oui, bonjour. Je suis tout simplement le père d'un enfant handicapé qui a 34 ans et je suis en retraite depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, je fais du bénévolat à l'APF. Ma question s'adresserait principalement à l'architecte. Il y a un point qui a été soulevé, c'est le problème des plans. Que les clients ou les utilisateurs ne sachent pas lire des plans, ça se comprend tout à fait. Mais s'ils ne savent pas lire les plans, il faut tout simplement leur expliquer les choses. Et avant de commencer des travaux, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, l'important c'est de faire approuver ces plans et tout simplement il vaut mieux refaire 10 fois les plans plutôt que de refaire 3 fois les travaux. A priori, quand on arrive aussi, je pense que vous faites référence à la présentation permis de construire. Je pense qu'a priori, avant de déposer un permis de construire, le client a approuvé ce qu'il déposait en permis de construire, parce que c'est comme lui qui dépose le permis de construire, c'est pas l'architecte. Donc, oui, mais après c'est un travail entre l'architecte et son client, et c'est à l'architecte d'expliquer le projet. Je veux dire, si le client dépose un permis de construire et ne sait pas pourquoi il dépose un permis de construire, ça devient gênant, quoi. Il ne faut pas oublier que dans la démarche, c'est le pétitionnaire qui dépose son permis de construire, et le permis de construire est le fruit, le dossier de permis de construire est le fruit du travail d'un architecte qui a travaillé pour un client. Donc ce n'est pas l'architecte qui dépose le permis de construire. C'est l'architecte qui après va expliquer son projet à la CCDSA, entre autres, s'il est analysé en CCDSA. Mais c'est... Voilà. Oui, bonjour, Jean Dossy, je suis délégué national à l'accessibilité de Cobati et membre du club d'immersion de l'habitat. La question est à monsieur Denisard. Bon, je vous ai laissé 3 messages sur votre répondeur, vous avez dû changer de numéro de téléphone, vous serez gentil de me le communiquer. Je trouve que la démarche est intéressante du partenariat que vous avez installé. Et pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin pour répondre à la loi du 11 février 2005 qui était vers tout type de handicap? La deuxième question, est-ce que les agences UNSFA en région utilisent la même méthodologie ou est-ce que c'est spécifique au siège de l'UNSFA? Pour le coup du message, je n'ai pas changé de numéro de téléphone. Le travail que nous sommes en train de mener est un travail qui est en train de se construire, puisque comme je l'ai dit dans la présentation, c'est un travail qui résulte d'un échange qui a débuté en 2012. Et nous sommes sur les premières ébauches. Et ce travail de fil d'Ariane n'est pas un travail qui est propriété de l'Ordre des architectes, c'est un travail collaboratif entre l'Ordre des architectes et les associations pour pouvoir mettre en place un outil, et cet outil, on espère bien qu'il puisse devenir un outil à l'échelle nationale pour que tout le monde puisse travailler sur la même base. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Nous sommes en première ligne de tous les côtés, du côté des... en première ligne, façon de parler, vis-à-vis des associations d'handicapés, vis-à-vis des exploitants de RP et vis-à-vis de l'administration, où entre les trois, on essaye de mettre de l'huile. Nous avons dans notre ville un problème qui se pose dans plein de villes en France. C'est un bâti ancien, au centre-ville, 100 ans, 200 ans, parfois même plus,
avec une forte concentration de professions libérales, des médecins, du paramédical ou autres professions libérales, et également beaucoup de personnes âgées, parce qu'elles sont là depuis longtemps, ou tout simplement elles se rapprochent du centre-ville pour bénéficier de toutes ces facilités, ainsi que des commerces. Actuellement, nous avons un gros problème, c'est que dans la perspective de 2015, il y a en particulier des transmissions de cabinets médicaux, et certains, pas tous, mais certains posent la question, est-ce que l'on va bénéficier d'une dérogation? Parce que dans ces immeubles anciens, il y a parfois un petit palier de 3 marches à monter, parfois certains même exploitent au premier étage. J'ai même eu un cas récemment où il y avait dans le hall d'entrée une marche à monter. Et systématiquement, bien qu'on fasse valoir les 3 raisons pour lesquelles une dérogation est possible, ça nous est refusé. Et ça pose un gros problème parce que la transmission des cabinets médicaux, je ne parle même pas de la perte de valeur de ces cabinets médicaux, cette transmission ne se fait plus, ou elle se fait sans qu'on en soit informé, ce qui n'est pas meilleur au plan légal. Alors, ma question, est-ce qu'il est légitime, sous prétexte, parce que ça devient un prétexte, qu'il y ait dans un hall d'entrée 1, 2 ou 3 marches qu'une copropriété, avec des bonnes raisons, va refuser de transformer parce que physiquement c'est pas possible, que ces personnes qui sont venues en centre-ville, des personnes âgées, pour en bénéficier des commodités, soient obligées de prendre leur voiture et aller à l'extérieur. C'est ce que je constate comme une mesure disproportionnée par rapport à l'intérêt trouvé, et je souhaiterais que soit officialisée une pratique de dérogation au moins plus souple. Si je peux me permettre, je vais juste, si j'ai bien compris la question, vous expliquez que les personnes âgées restent dans le centre-ville pour se rapprocher des cabinets médicaux inaccessibles. C'est ça. Je comprends pas. Non, mais je veux dire, c'est une note d'humour, mais c'est vrai que... Non, mais le problème de l'usage et de la fonctionnalité est important. Et de dire qu'il y a une loi qui est là et je veux ne pas rendre accessible un bien, ce pourquoi je suis là, je pense qu'il faut se poser la question. Et l'idée, c'est plutôt de travailler dans une démarche vertueuse. C'est comment peut-on rendre accessible avec des moyens. Nicolas Meril l'a expliqué tout à l'heure, je crois. Il existe aussi des moyens techniques pour pouvoir franchir des spécificités. Dans l'existant, on a le droit à des dérogations, donc il faut réfléchir pour trouver des solutions. Mais pas dire je fais une abolition, je veux dire je ne rends pas accessible. J'ai un cas très précis récent d'un kiné qui a voulu s'installer, il y avait une marche à monter. Ça a été refusé. C'est pas normal. Alors, il s'installe ailleurs, monsieur. Je suis généralement la plus aimable des personnes, mais aujourd'hui, on a travaillé avec le secteur de santé, on a fait un guide, un de plus, vous me direz, avec eux. Je dois vous dire que ce n'est pas le secteur le plus facile avec lequel travailler, et alors que c'est un secteur, comme ça a été dit, qui est là essentiellement pour prendre en charge des personnes qui ont des problèmes de santé. Il y a dans le cœur de ville des possibilités de s'installer dans des endroits qui peuvent être rendus accessibles. C'est cela qu'il faut privilégier. Lorsque on veut ouvrir un cabinet en plus dans votre ville à vous, qui est une ville de plus de 200 000 habitants... Ah, j'ai entendu 200 000. Ah, excusez-moi, donc j'arrête, je ne dis pas ça. Mais on a un objectif qui est celui d'accessibilité. On a 75% des dérogations qui sont demandées, qui sont acceptées. Donc moi, je ne peux pas laisser dire les dérogations ne sont pas acceptées. Dans l'existant... Je parle d'expérience. Et vous parlez d'un dossier, monsieur. Bon, moi, on ne va pas polémiquer tous les deux, hein, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Mais je tiens vraiment à être ferme. On a un objectif d'accessibilité. On a, dans l'ancien, des possibilités de dérogation. On a écrit ensemble, avec les associations et le secteur des ERP, un certain nombre de lignes à respecter. Veillons à les mettre en application. Là, on est dans le consensus et là, on peut jouer. Mais jouer individuel contre l'accessibilité, c'est dur. Absolument. Je dis simplement que les dérogations telles qu'elles sont prévues, auxquelles je souscris entièrement, soient effectivement appliquées. Monsieur Nicolas, oui, parce que c'est vraiment un exemple
très illustratif de la société française, surtout dans le secteur médical. La loi dit bien, il faut rendre accessible. Voilà comment une branche professionnelle, je suis un professionnel médical, je décide d'acheter un cabinet, 3e, 4e étage, je paye, et puis après je m'aperçois, ah oui, effectivement, je ne peux pas prendre en charge l'accessibilité. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. D'accord ? Donc là, il y a un problème. Oui, c'est important ce problème-là, parce que je veux dire qu'il y a notamment, je dirais, toutes les professions intermédiaires entre acheteurs, vendeurs de cabinets. On peut se poser les questions sur leur devoir de conseil. D'accord ? Parce que c'est un peu facile, surtout dans le domaine médical. Je peux vous dire que le nombre de cas de figure, d'accord, où on a des médecins qui nous disent, écoutez, mon cabinet n'est pas accessible, mais par contre, pas de souci, je viens à domicile chez vous. D'accord ? Bien entendu, la visite, elle est facturée en visite à domicile, secteur 2. Après, on vient nous supprimer les franchises médicales, à nous, personnes en situation de handicap, et culpabiliser vis-à-vis de l'accès aux soins. Donc non seulement je ne peux pas être gagnant de tous les côtés, je ne peux pas être médecin, ne pas rendre accessible mon cabinet, en plus de ça, aller tarifer en visite à domicile. On ne peut pas être gagnant partout. Non. Je ne parle pas de ce cas-là, parce que nous en avons eu un où un médecin voulait s'installer, et on l'a renseigné en temps utile pour lui dire qu'il ne pouvait pas s'installer là où il voulait, mais là c'était une nouvelle ouverture, et là parce que ça ne répondait pas aux critères d'accessibilité. Un gynécologue, exactement. Il a renoncé à son achat. C'est pas de ce cas-là que je parle, c'est de l'existant des cabinets qui fonctionnent depuis des dizaines d'années. Sur les cabinets existants, vous appliquez ce que j'ai expliqué tout à l'heure à madame sur la question de comment peut-on faire pour y voir clair et aller jusqu'à la dérogation. La dérogation, elle est possible. Et je redis, 75% de dossiers sont acceptés en dérogation. Certains sont retravaillés pour améliorer un certain nombre des points d'accessibilité, mais à 75% de dérogations acceptées, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de dérogation acceptée. Bon, sur 6 cas, vous n'avez pas de chance. Bonjour, Gilles Cordillo. Moi, je suis un particulier et je suis venu apporter un dossier à Madame la déléguée ministérielle, un petit peu en désespoir de cause, j'ai envie de dire, parce que j'ai tous les jours sous les yeux un chantier de construction. C'est un bailleur social qui construit des logements sociaux absolument inaccessibles, avec des pentes à 12 et 10% pour accéder à ces bâtiments. Alors, j'ai écrit à Madame Carlotti, à Madame Duflot, à la préfète de mon département et au procureur de la République, et rien ne se passe. Donc voilà, je voulais vous confier ce dossier. Merci. Je prends le dossier, je suis désolée, je suis attendue de l'autre côté de Paris, je vais arriver en retard. Merci. Allez, on en prend une dernière. Regardez, c'est parfait. Si je peux me permettre, Nicolas. Voilà, du côté associatif, quand on constate, effectivement, on peut constater ici ou là des malfaçons, quoi. Il n'y a pas forcément, pour diverses raisons, tous les mécanismes de contrôle qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un bon permis, mais effectivement, si après, comment dirais-je, un maçon, ça fait 30 ans qu'il construit 4 marches systématiquement à l'entrée, s'il n'est pas accompagné pour lui dire c'est plus 4 marches qu'il faut faire, c'est un plan incliné, effectivement, on va se retrouver avec des malfaçons. Donc après, il y a la thématique, je dirais, de l'accompagnement des branches professionnelles. Après, effectivement, quand c'est trop flagrant, c'est effectivement aux particuliers, aux associations de faire respecter la réglementation. Donc là, je dirais que je ne sais pas ce que peut en faire Madame Proscoletta, mais là, je dirais un cas comme ça. Hormis porter plainte, je vois pas ce qui reste d'autre à faire, malheureusement. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, sans faire trop long. En fait, les permis de construire, parce qu'il y a 2 chantiers côte à côte, les permis de construire qui ont été conduits par la DDT du 77, validés et signés par la mairie, sont complètement illégaux, puisqu'ils autorisent des pentes à 10 et 12% sur plus de 20 mètres, 20 à 30 mètres,
pour accéder à ces bâtiments d'habitation collectif. On n'est pas dans des ERP, hein, là. On est des bâtiments d'habitation collectif. Donc les permis sont d'ores et déjà illégaux dès le départ. Donc ça se passe au tribunal administratif, dit monsieur Roger. Allez, Frédéric Denisard, une dernière remarque et puis après on arrête. Ouais, voilà. Je voulais juste répondre. Le permis de construire, aujourd'hui, quand il était déposé, il est contrôlé sur les éléments qui ont été présentés dans le cadre du permis de construire. Excusez-moi. Je sais pas ce que... Le permis de construire, il est analysé sur la base des documents qui ont été remis dans le cadre du permis de construire. Et un permis de construire est consultable, et par rapport à ce que dit Nicolas, est consultable par n'importe quel citoyen en mairie. Donc aujourd'hui, dans le cadre du chantier, si le chantier ne respecte pas le permis de construire, il y a derrière un contrôle a posteriori. Et donc c'est dans le cadre du contrôle a posteriori où là, le pétitionnaire se retrouve face à un écueil assez important. C'est j'ai un permis de construire accordé, un bâtiment qui n'est pas conforme à mon permis de construire. Donc il va bien falloir qu'il introduise une conformité. Et là, pour le coup, la dérogation ne marchera pas, parce que ça ne sera pas considéré comme un bâtiment neuf. Donc on est bien dans une chaîne de, d'honnêteté du maître de l'ouvrage, parce que là, sur ce que vous expliquiez, c'est pas un problème de malfaçon de 4 marches d'un maçon qui s'est loupé. Donc il y a bien une démarche d'honnêteté du maître de l'ouvrage, qui est un promoteur ou je sais pas quoi, je connais pas le dossier, ou qui est un bailleur social. Là, je ne connais pas, mais je veux dire, on peut pas répondre proprement au cas particulier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un permis de construire qui est déposé avec des documents. C'est bien l'idée du projet du fil d'Ariane, c'est bien de mettre en communication un maximum de documents pour que tout au long de la chaîne de la construction, on évite ce type d'écueil.